I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Coffee Shot et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Paul. Ça va? Détendu? Ouais, ça va, j'ai mon café à côté de moi. Bon, parfait, pour un Coffee Shot ça paraît idéal. Écoute, on rentre dans le vif du sujet. Comme d'habitude, déjà on va apprendre à te connaître un petit peu. Donc, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps, qui tu es en quelques mots, et puis depuis combien de temps tu t'intéresses à l'extra-financier, et puis qu'est-ce qui finalement a été le déclic de ton intérêt pour cette matière? Ouais, écoute, déjà merci pour cette invitation. J'ai travaillé pendant 8 ans chez un réassureur qui gère donc les risques climatiques. Aujourd'hui, je travaille dans l'asset management depuis 4 ans, et puis je suis professeur à Sciences Po depuis 7 ans, et donc j'assure le cours de finance durable là-bas. Écoute, pour répondre à ta question sur mon déclencheur là, sur l'extra-financier, c'est 2012, donc ça commence à remonter un peu. Je suis avec mon meilleur ami élève à Sciences Po, et puis on suit le cours de finance islamique à Sciences Po à l'époque, et là c'est un déclencheur, c'est un énorme déclencheur, parce que tu t'aperçois en fait que d'autres civilisations, ou alors d'autres cultures en tout cas, pensent la finance durable, responsable, islamique, enfin je sais pas tellement comment la nommer, mais en tout cas pensent quelque chose, et tu t'aperçois que ta finance, toi, européen, est un peu orthogonale, de manière générale, à pas mal de valeurs culturelles, historiques ou autres, qui ont fait les civilisations européennes. Donc voilà, donc 2012 c'est très important pour moi. 2014, je rejoins donc ce fameux réassureur sur lequel je traite des risques climatiques, des risques de long terme. Donc en fait, notre horizon, c'est pas le trimestre prochain, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 3 ans, c'est à 100 ans, 150 ans, 200 ans. Donc en fait, ça c'est vrai que c'est un sujet souvent. On essaye de faire de l'extra-financier, mais on a toujours cette vision quand même d'analyse et de perspective à très court terme. Alors que là, c'est vrai que le métier de réassureur, c'est un métier de long terme. Donc effectivement, j'imagine que ça te permet d'acquérir une analyse extra-financière aussi de long terme. C'est exactement ça. Ce capitalisme de long terme, là, tu as certains acteurs qui sont là depuis 1 siècle, 2 siècles, et tu te dis, mince, si ça fait 2 siècles qu'ils sont là, c'est peut-être qu'ils font les choses un peu différemment. Et donc je suis rentré sur la finance durable par justement le fait que l'Occident proposait pas grand-chose en 2012. Alors maintenant, il propose énormément de choses, donc c'est très intéressant. Et surtout, deuxième point, par le fait d'orienter un peu ton capitalisme sur un horizon beaucoup plus long que le trimestre suivant. Et puis aujourd'hui, je travaille dans une institution qui a plus de 2 siècles. J'enseigne à Sciences Po qui a 150 ans. Donc j'aime bien m'inscrire dans des choses de temps long. C'est des choses longues pour quelqu'un qui est assez jeune finalement. Ouais. Et alors du coup, dans cette démarche, même dans tes enseignements, dans ton expérience un petit peu, est-ce que tu as tu vois, je demande souvent, est-ce qu'il y a un intérêt plus prononcé pour une des composantes, que ce soit le E, le S ou le G, tu gères ça comme une vision holistique, c'est quoi toi ton appétence? C'est très intéressant. Mes élèves m'ont posé cette question hier soir, donc j'ai pu me roder à ta question. Tout d'abord, je pense qu'il faut un peu sortir de ta dichotomie E, S et G. En fait, ils m'ont interpellé en me disant « Non mais attendez, monsieur, déjà on n'arrête pas de parler de E, pourquoi on ne parle pas de S et G ? Et pourquoi est-ce que d'ailleurs c'est cloisonné ?» Bon, déjà, tout le monde est d'accord, il faut décloisonner tout ça. Je suis pas un grand fan des ODD, mais il y a, je pense, un énorme apport des ODD. Alors, tape sur Internet ou autre, ODD, biosphère, société, économie. En fait, les ODD ont été décomposés en 3 temps. Biosphère, qui est en fait la base. Tu peux rien faire sans ta biosphère, qui est un peu ta composante E d'une certaine manière, tu vois. Ouais. Et t'as 4 ODD, t'as le 6, le 13, le 14-15 aussi, qui sont dedans. Ensuite, après, t'as ta société, qui est finalement inclus dans ta biosphère, et ensuite, après, t'as ton économie. Alors, tu peux parler de E, S ou G, mais ce que j'aime beaucoup plus, tu vois, c'est voir cette intégration. Tu peux rien faire sans le E. Ensuite, après, tu arrives à construire ta société. Et ensuite, après, tu as ton économie qui est tout au-dessus, qui est peut-être la gouvernance ou autre. C'est assez complexe là-dessus. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'il faut les penser. Il n'y en a pas un supérieur. Il faut les penser, par contre, comme une inclusion. Et alors là, ça me permet, en fait, d'y réfléchir. Et puis, le deuxième point, quelque chose qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est la matérialité. Alors tu peux utiliser la matérialité SASB, la matérialité d'autres choses, et je veux pas lancer un énorme débat, mais les questions de gouvernance ne sont pas aussi importantes que tu sois
Alors tu peux trouver des contre-exemples bien sûr, mais que tu sois dans une raffinerie pétrolière ou alors dans une banque. Déjà, ce ne sont pas les mêmes par nature et surtout, leur poids ne doit pas être le même. Donc en fait, réfléchir tant par inclusion que par secteur ou même activité, pour moi, c'est fascinant. Et tu vois, et même la taxonomie essaie de dépasser ça aussi avec le DNSH en disant, bah ok, tu fais du E, c'est super, enfin tu fais un des 6 piliers, mais tu fais aussi un DNSH, tu essaies également d'avoir des minimum safeguards, enfin tu essaies, tu vois, d'avoir des piliers S que tu respectes. Donc c'est une vraie intrication, et ça va au-delà du ESG. Mais pourtant c'est vrai que, alors je pense que c'est aussi une aide mémotechnique aussi pour les gens pour appréhender la matière quand ils arrivent de nulle part. Parce que comme tu dis aussi, hein, la finance, enfin l'AM, ça existe depuis belle lurette, le métier d'investisseur. Et c'est vrai que prendre ce penchant, enfin, ce tournant extra-financier, c'est pas forcément aisé. Et peut-être que ces 3 lettres aussi, elles aident les gens à faire leur chemin et à dire tiens, effectivement, on va commencer par s'intéresser à une sphère un peu environnementale, même si effectivement, moi, j'aime pas trop parce que ça regroupe tellement de choses que c'est trop fourre-tout, voilà, ou sociétal, etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, l'idée, pas forcément de poupée russe, mais plutôt d'empilement, est intéressante de dire effectivement les 3 matières s'empilent. Après, pour répondre de manière très, pour ne pas esquiver ta question, je pense que le E reste le pilier fondamental pour une seule et simple raison, c'est que dire que tu vas aligner tes portefeuilles sur du bas carbone, sur une trajectoire Paris ou un autre objectif, c'est extrêmement clair, c'est tangible et c'est objectif. Tu parlais de sociétal. Est-ce que le S c'est social ou sociétal? Alors, on connaît tous les définitions, mais en fait, qu'on soit avec un data provider américain que je citerai pas ou un européen que je citerai pas non plus, bah, tu t'aperçois que le S est radicalement est différent et a des approches radicalement différentes. Donc, pour éviter aussi peut-être pas mal de débats, de subjectivité, parce que tu as une responsabilité fiduciaire, enfin parce que tu as plein de responsabilités en tant qu'AM, et quand même de neutralité d'une certaine manière, le E me semble être assez simple aujourd'hui, mais le plus simple en tout cas. Pour l'instant. Je suis d'accord. Et alors du coup, la question star, hein, du coffee shop, c'est toujours la même si effectivement, tu vas pouvoir nous dire un petit peu quelle a été la boulette, ou en tout cas celle que tu as rencontrée, celle que tu as faite, ou voilà, quelle aura été la boulette dans ces 10 ans, parce qu'en fait tu m'as dit 2012, mais donc ça fait 10 ans que tu t'intéresses. Donc en 10 ans, ça a été quoi celle à retenir? Écoute, c'est quand je suis arrivé dans une vie précédente, dans un ancien boulot, et mon mandat était de transformer tous les fonds, enfin de manière générale, en fonds green, en fonds sustainable ou autre. Donc j'ai travaillé pendant 6 mois dessus, sans lever la tête du guidon, avec plein de théories, avec plein de maths, avec plein de choses qui étaient assez élaborées. Et je pense, et j'arrive, je présente pendant 4 heures mes idées, les stratégies ou autres. Et puis à la fin des les portfolio managers me demandent si le fait d'avoir des gobelets réutilisables pour ton café en prospectus. Là, le sujet, c'est que le grand problème auquel je m'étais confronté, c'est que j'avais vraiment travaillé en silo total. Et j'avais inclus personne dans ces réflexions-là. Et le gros problème, de manière plus générale, de la finance durable, c'est qu'on pense des concepts, on se nourrit des derniers rapports de l'Agence internationale de l'énergie, on se nourrit de plein de choses, philosophiquement, on peut avoir des choses très intéressantes. Si ensuite, après, tu vas dans des modèles mathématiques, tu commences à creuser sur du Nordhaus, sur des autres, tu lis des papiers de recherche formidables qui sont publiés tous les jours, et tu entraînes personne. Donc moi, ma grosse boulette, ça a été de m'apercevoir que c'est chouette, mais en fait, il faut intégrer les portfolio managers parce que c'est les plus importants. Et puis parce que leur question qu'ils te posent, en fait, est ultra pertinente, quoi. Et en fait, il faut les former avant tout. Donc faire ce pont, tu vois, c'est l'engagement, emmener tout le monde avec soi dans la démarche et pas essayer de traiter ça comme étant une expertise et on va avoir comme une output, un peu comme quand on sortait des ratings financiers corporate, mais plutôt de dire non, il n'y a pas une output en mode voilà une note, c'est bien, c'est mal, mais plutôt d'embarquer tout le monde sur finalement de partager cette complexité de la matière avec les gens.
l'analyse financière d'un côté et l'extra-fi d'un autre côté n'existe pas. C'est tout ensemble et ouais, mais tu vois, quand on parle de double matérialité, c'est exactement ça. C'est tu réconcilies les deux et tu dis, bah voilà, maintenant on fait quelque chose ensemble. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut juste le mettre au plus profond de toutes les process. Ouais, c'est ça, c'est le partage de la complexité de la matière qui est. On a souvent voulu le simplifier en disant finalement je vais balancer un avis à mon gérant en lui disant c'est un avis négatif, neutre ou positif. Et en fait, ça peut pas on peut pas synthétiser une matière aussi complexe avec juste un avis moins égal plus quoi. Donc effectivement, je comprends la boulette, je comprends. Alors du coup, s'il y avait une spécificité dans ta démarche, alors je ne sais pas si tu as pu garder une même démarche, est-ce que tu es parti d'une démarche que tu as fait évoluer avec le temps, mais s'il y avait une démarche, une spécificité dans ta démarche, ce serait quoi cette philosophie de pouvoir construire les briques les unes sur les autres ou ce serait quoi ta marque de fabrique? Professionnellement ou académiquement alors? Les deux? Écoute, qu'est-ce que tu préfères partager? Ouais, mais je peux un peu parler des deux. Professionnellement, je suis fasciné par les données forward-looking. Alors, ok, les données backward-looking, c'est super. Hein. Enfin, donc, arriver à poser un regard sur ta société, sauf que tu es en 2022, tu vas travailler sur le chiffre 2021, publié en 2020, sur un plan stratégique de 2017. Enfin, ça tient pas si tu fais que ça. Le forward-looking, pour moi, ça doit être aujourd'hui une norme. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir lundi dernier l'annonce de la BCE qui est vraiment dans ce sens-là, sur acheter les 387 milliards d'actifs de corporate bonds. Donc pour moi, c'est très, très, très important. Ça, c'est professionnellement. Et puis, académiquement, j'aime bien citer dans la même phrase Mark Carney et le Deutéronome, tu vois. Je trouve que arriver à faire les liens entre, d'un côté, un des précurseurs des risques, enfin des risques de transition, risques physiques, Mark Carney qui est formidable, et puis dire aussi à mes étudiants, attendez, allez chercher du côté du Deutéronome, allez chercher aussi du côté de il y a 2 ou 3 000 ans ou même plus, des gens ont déjà parlé en fait de la finance durable. Voilà, ça me semble être important parce que la finance durable, c'est deux choses, c'est de la philosophie et des maths, je pense. Des maths parce que c'est ton coût de l'externalité que tu dois quantifier, et de la philosophie parce que tu dois avoir aussi ta stratégie en amont. Est-ce que tu dois être éthique? Et dans ce cas-là, tu as quelques auteurs à lire. Est-ce que tu as une morale, donc type finance responsable, ou est-ce que tu es beaucoup plus sur du long terme? Est-ce que tu as besoin de travailler avec Aristote sur le taux d'intérêt, parce qu'il en a parlé aussi. Donc, ces deux approches sont très très importantes et sont extrêmement complémentaires. Mais c'est ce qui pose d'ailleurs les problèmes de positionnement d'un paquet d'acteurs, hein, c'est de réussir à se positionner, à sortir du lot, mais pas trop. Voilà, en fait, c'est qu'on arrive à des moments où la finance est un outil philosophique, politique, voilà, après, peu importe la nomenclature qu'on va utiliser. D'accord, je comprends. Je comprends la double spécificité dans ta démarche du coup. Et alors, très rapidement, pour les quelques dernières minutes, c'est quoi l'avenir de la finance durable dans les années à venir pour toi? Qu'est-ce que c'est là, les prochaines innovations, vers quoi on doit aller, qu'est-ce qu'on va voir naître? Je veux pas, je veux pas enfoncer une porte trop fort, mais moi, ce serait la mort du reporting. Non, mais je m'explique. Au-delà de cette boutade, le reporting est passionnant. Il fallait le faire, et les personnes qui l'ont conduit ont conduit sans doute ont conduit, c'est sûr, un travail formidable. Quand tu vois tout ce qui a été fait, on peut que leur être reconnaissant aujourd'hui et sur les 50 prochaines années sans doute. Le seul écueil que l'on a aujourd'hui, tu vois, c'est que on considère que du reporting doit être une stratégie. Est-ce que une norme de disclosure doit être une stratégie, tu vois? Et encore une fois, je veux même pas rentrer dans ce débat-là, mais je pense que les bons asset managers, en tout cas, enfin pas mal d'asset managers, se dirigent vers des stratégies en plus de ces minimum requirements en fait, qui sont régulatoires. Et donc en fait, le grand débat pour les années à venir, c'est comment s'extraire du reporting et comment continuer à faire des stratégies passionnantes. Mais encore une fois, il n'y a rien à enlever de ces réglementations. Dire, le reporting, c'est le minimum pour pouvoir en parler. Maintenant, on a eu les règles. On a eu les règles du jeu, tu vois. On nous a distribué les règles du jeu. Maintenant,
il faut faire libre, enfin, il faut laisser notre créativité. Ça marche. Eh bien, écoute, merci. On arrive déjà au bout de ce coffee shot, 15 minutes. va Vous avez le rapide. temps de retourner, de vous préparer avant la prochaine réunion. Merci Guillaume, et puis à bientôt pour un nouveau coffee shot. Merci beaucoup, Au revoir. Paul. Au revoir.